Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, moi je suis professeur à EM Lyon et donc Guilhem m'a dit attention à tes slides, elles ont l'air un peu professorales, donc je vous promets, je vais faire un effort. D'autant que j'ai quand même été plus longtemps entrepreneur que professeur, donc voilà, je vais essayer que ce soit plutôt la dimension entrepreneuriale qui prenne le dessus. Donc je voudrais vous parler de termes alors que certains d'entre vous connaissent fort bien, d'autres peut-être un peu moins. Effectuation, lean, startup, design thinking. Il y a un certain nombre de mots, de concepts qui émergent. Et l'idée, c'est de savoir si ça correspond à quelque chose, si ça correspond à quelque chose d'utile pour les entrepreneurs, ou si c'est des modes passagères. Alors, vous vous doutez a priori que ce n'est pas que des modes passagères, mais enfin, comme toute nouvelle méthode, tout nouveau concept, il faut faire un peu la part des choses et voir ce qui est réellement utile pour les entrepreneurs. Alors, je voudrais commencer par une question qui a l'air assez simple, mais qu'on ne se pose pas forcément. On est entouré d'objets artificiels. Alors, on le voit ici puisqu'on est dans un auditorium, mais d'objets artificiels économiques que sont des entreprises, des organisations, des produits, des services. Et quand ils existent, on les prend souvent comme existant naturellement et on n'imagine pas qu'il y a eu un jour où ils n'existaient pas. Alors certains d'entre vous ont peut-être fait l'expérience avec vos enfants ou les enfants d'amis qui ne comprennent pas qu'un jour, il y a eu une période dans laquelle on n'avait pas d'iPad. Hein, c'est toujours un choc quand j'explique à mes enfants qu'à leur âge, je n'avais pas de téléphone mobile. Ils me regardent un peu bizarrement. Donc d'où viennent les marchés, les entreprises, les produits, les services? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, certains nouveaux produits, nouveaux marchés, nouveaux services émergent? Alors, c'est évidemment le résultat de l'action des entrepreneurs, mais en fait, il s'agit d'essayer de comprendre comment ça se passe réellement. Or, la difficulté qu'on a dans ce domaine-là, c'est que l'entrepreneuriat, pour une raison assez étrange, est caractérisé par un certain nombre de mythes. Alors, je vais en décrire quelques-uns parce que c'est important de comprendre ce que l'entrepreneuriat n'est pas et en tout cas de comprendre comment la vision de l'entrepreneuriat a beaucoup changé ces dernières années, ce qui donne lieu à ces nouvelles approches que je vais décrire tout à l'heure. Alors les mythes de l'entrepreneuriat, alors c'est souvent un exercice assez intéressant parce que quand on demande aux gens ce que c'est que l'entrepreneuriat, ils répondent souvent avec alors ce qui est parfois des lieux communs, ou en tout cas des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Alors il y en a un qui est très caractéristique, c'est pour être entrepreneur, pour entreprendre, il faut une grande idée. Il faut être visionnaire et cette vision selon laquelle l'entrepreneuriat démarre par une grande idée. Sous-entendu, si vous n'êtes pas visionnaire, si vous n'êtes pas créatif, eh bien vous ne pouvez pas être entrepreneur. Et ça, c'est assez coriace, puisque beaucoup de formations à l'entrepreneuriat, beaucoup de modèles entrepreneuriaux eh bien, fonctionnent sur cette base-là, en disant c'est quoi votre idée, quelle est votre idée, et à partir de là, ensuite, on va dérouler cette idée pour en faire un business. La difficulté, c'est qu'en fait, quand on regarde vraiment ce que font les entrepreneurs, et quand notamment on regarde des aventures entrepreneuriales, eh bien, c'est pas du tout comme ça que ça démarre. Ça démarre très rarement avec une grande idée, et parfois, ça démarre même sans idée du tout. Alors on pourrait citer plein d'exemples. Bon, il y en a plusieurs que je prends souvent comme exemple. Ikea, qui est quand même aujourd'hui un modèle économique extrêmement performant du meuble qu'on monte soi-même. Je pense que tout le monde, ou quasiment tout le monde, a été client d'Ikea. Ikea ne démarre pas du tout sur cette idée. Ikea démarre en 1943. C'est une épicerie. Il faudra attendre 10 ans avant qu'IKEA, tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc avec le business model qu'on connaît aujourd'hui, eh bien apparaisse. Donc seulement en 1953. Donc 10 ans pour que ce que l'on connaît d'IKEA aujourd'hui émerge. Donc il y a d'autres exemples. Vous avez peut-être vu le film Social Network sur la naissance de Facebook. Eh bien là non plus, ça ne démarre pas avec une grande idée où Mark Zuckerberg, au sortir d'une session de brainstorming et de creative thinking, se dit bon sang, mais c'est bien sûr, je vais inventer le média social. Alors d'autant moins qu'il y avait déjà des choses qui existaient dans le domaine. Le film retranscrit très bien le processus selon lequel eh bien, un morceau d'idée eh bien, finit par devenir une vraie idée business. Et ce que décrit bien le film, c'est que ça se fait souvent par interaction avec d'autres, des partenaires, des gens qu'on rencontre, des investisseurs, des clients potentiels, etc. Alors on va revenir sur cette notion d'interaction, puisque c'est une des choses que vont mettre en avant ces nouvelles approches. Voilà, donc il y a plein d'exemples historiques, et on le voit encore aujourd'hui, d'entreprises qui démarrent non seulement pas forcément avec une grande idée, mais HP et Sony, par exemple, se créent par des ingénieurs. Donc ils créent l'entreprise et après ils se disent, bon, maintenant qu'on a créé l'entreprise, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc ils commencent à chercher à faire des prototypes. Il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas.
Voilà, donc premier mythe, les entrepreneurs ont besoin d'une grande idée pour commencer, et en fait, c'est pas vrai du tout. Alors ça ne veut pas dire que si vous êtes visionnaire, c'est pas intéressant, mais en fait, on observe que les entrepreneurs sont rarement visionnaires. Et la bonne nouvelle, c'est que ça n'est pas nécessaire pour créer une entreprise qui, elle, va devenir visionnaire dans quelques années. Les entrepreneurs sont des gens normaux, ils ont leurs qualités, leurs défauts, et ce qui va évidemment être extrêmement important pour un entrepreneur, c'est de s'appuyer bien sûr sur ses qualités, sur ses forces, et de compenser ses faiblesses en travaillant avec d'autres. Et donc, l'une des plus grandes qualités des entrepreneurs, et là encore, on va le voir avec ces nouvelles méthodes, on va voir que c'est un des piliers qu'elles mettent en avant, c'est que ce qui va faire la réussite d'un entrepreneur, beaucoup plus que sa capacité à être créatif ou à imaginer l'avenir, c'est sa capacité à aller travailler avec d'autres pour renforcer son projet, compenser ses faiblesses, etc. Donc typiquement, un ingénieur sera capable d'aller solliciter l'aide de quelqu'un qui a un profil plus commercial, des choses assez classiques, mais c'est très important de voir que ce qui doit être le super-héros, en quelque sorte, c'est l'équipe, beaucoup plus que l'individu dans l'équipe entrepreneuriale. Et derrière ça, il y a aussi l'idée que bien n'importe qui peut être entrepreneur. Et c'est là aussi l'objet de ces méthodes, c'est de montrer que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un coup de génie qu'on va développer, c'est un travail finalement au quotidien qui va se baser sur un certain nombre de principes. Et ces principes, on va les évoquer tout de suite. Un dernier mythe qui est très très lié au précédent, c'est l'entrepreneur solitaire. Alors encore une fois, vous avez le film sur Steve Jobs. Sauf que Steve Jobs, quel que soit son talent, n'a pas créé Apple tout seul. On sait que dès le début, il était avec Steven Wozniak. Donc dès le début, c'est un travail à deux. Et pourtant, l'un est beaucoup plus mis en avant que l'autre. Alors ça peut souvent se faire pour des raisons marketing, mais il ne faut pas être dupe. L'entrepreneuriat, c'est un travail d'équipe. Et donc, là encore, ce qui va être important, c'est la façon dont l'entrepreneur est capable de créer, de mobiliser cette équipe, et au-delà, de mobiliser ce qu'on va appeler un réseau de parties prenantes, donc tous les gens qui vont apporter quelque chose au projet. Ça peut être un premier client, ça peut être des partenaires, des employés, bien sûr, etc., etc. Alors, lié à ça, alors il y a ça, si vous voulez faire une thèse de doctorat en économie, vous pouvez travailler sur le business plan. Depuis de très nombreuses années, on essaye de montrer, ou plutôt de savoir si le fait de rédiger un business plan aide le business ou pas. Donc c'est quelque chose qui fait encore aujourd'hui l'objet de controverses très très importantes. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que le business plan, si je cite un de mes confrères, le business plan, ça sert à peu près à tout, sauf à planifier un business. On verra tout à l'heure à quoi ça peut servir. Ça sert notamment à lever des fonds, puisque même si les investisseurs sont pas dupes des limites d'un business plan, aucun plan ne survit à la première rencontre avec un client. Et pourtant, c'est quand même un document qui reste demandé de manière assez systématique. En tout cas, on n'a jamais réussi à montrer que le fait d'écrire un business plan augmente en quelque sorte la réussite ou la probabilité de réussite de l'entrepreneur. Voilà, donc quelques mythes, alors je pourrais y passer beaucoup plus de temps, mais c'est le fait que c'est limite d'une conception assez ancienne de l'entrepreneuriat. En gros, j'ai une grande idée, j'écris un plan et je vais mettre en œuvre cette grande idée. La reconnaissance des limites un peu de cette approche, qui n'est pas complètement invalide, mais enfin qui a des limites, en particulier dans des environnements qui sont très changeants. Alors le web est évidemment un environnement dans lequel les choses changent énormément. Moi, j'étais développer ma start-up dans la téléphonie mobile, qui est encore un autre exemple d'industrie qui change très très vite. C'est la reconnaissance donc des limites de ce modèle, vision, imagination et puis mise en œuvre, qui fait émerger ces nouvelles approches. Alors, trois approches aujourd'hui, alors il y en a, ça fourmille, c'est ça aussi qui est intéressant, il y a plein d'approches qui sont en plus complémentaires. Je vous propose d'en regarder trois. Donc la première, c'est l'effectuation. Alors c'est un terme un peu barbare, puis c'est un néologisme. Donc l'effectuation, c'est quoi? C'est en fait une approche qui repose sur 5 principes empiriques. Donc ça n'est pas une méthode, on va y revenir tout à l'heure, c'est une de ses limites.
Et c'est né en fait de l'observation, là encore, non pas de ce que les entrepreneurs disent ou de ce que l'on pense qu'ils font, mais de l'observation de ce qu'ils font vraiment. Alors, que font les entrepreneurs? D'abord, on a observé en regardant des entrepreneurs confrontés à des problèmes classiques d'entrepreneurs, lancement d'un nouveau produit, étude d'un nouveau marché, rencontre d'un premier client, on constate que les entrepreneurs démarrent avec ce qu'ils ont sous la main pour ensuite déterminer ce qu'ils peuvent faire. Donc au lieu de dire je vais me fixer un objectif et puis après je vais trouver des moyens pour atteindre cet objectif, l'entrepreneur va dire qu'est-ce que j'ai comme ressources, qu'est-ce que j'ai sous la main et qu'est-ce que je peux faire avec ça. L'analogie qu'on prend souvent, c'est le repas entre amis. Donc, si vous voulez recevoir des amis, il y a deux façons de procéder. Soit vous dites, ils arrivent demain à 8 heures, donc je vais composer un menu. Avec ce menu-là, je vais trouver des recettes, ça va me donner les ingrédients, et ensuite je vais cuisiner pour que demain à 20 heures, le repas soit prêt. Alors ça, c'est la logique de planification, on va dire classique. Objectif, on cherche des ressources, on mobilise les ressources, et puis on planifie notre action pour atteindre l'objectif. L'autre option, c'est 2 heures avant que les amis arrivent, on ouvre le frigo et on se dit qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, qu'est-ce que je peux faire avec ça, qui évidemment est intéressante pour l'entrepreneur, puisque quand on ouvre le frigo, par définition, les ressources qu'on va utiliser, c'est celles qu'on a déjà. Et donc on ne se retrouve pas dans la situation classique de l'entrepreneur qui cherche des ressources que personne ne veut lui donner. Et donc, là aussi, ce qui est intéressant, ce qu'on a observé, c'est qu'au début, au tout début du processus, les ressources que l'entrepreneur mobilise, c'est leur personnalité. On puise dans sa personnalité la première énergie, les premiers moyens d'imagination et d'idées dans son vécu, dans ses passions, dans les choses qui nous mobilisent. On s'appuie bien sûr sur ses connaissances. On a tous des connaissances, des choses qu'on sait faire. On sait faire la cuisine, on sait faire du vélo, etc. Et on s'appuie, et ça c'est très important, sur les gens qu'on connaît. Et donc l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui, et vous retrouvez bien ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va s'appuyer sur d'autres pour avancer dans son projet entrepreneurial. Voilà, donc ça c'est un point extrêmement important, c'est que l'entrepreneuriat c'est une activité extrêmement sociale dans laquelle au fond le moteur d'avancement va être la capacité de l'entrepreneur à travailler avec d'autres, à les mobiliser, à les impliquer dans son projet pour le faire avancer. Je cite toujours l'exemple de Michel et Augustin, quand ils ont commencé à faire leurs cookies, leur four familial a très vite trouvé ses limites et ils se sont dit mais comment faire des cookies? Ils ne pouvaient pas aller voir l'usine de gâteaux parce que leur quantité était trop petite. Ils sont allés voir le boulanger. Le boulanger est enfermé un jour par semaine. Ils se sont mis d'accord avec lui et un jour par semaine, ils avaient le droit d'utiliser la boulangerie pour cuire leurs cookies. Voilà. Donc l'entrepreneur sollicite son réseau pour trouver des ressources et faire progresser son projet. Donc il démarre avec ce qu'ils ont sous la main. Un peu plus rapidement, mais c'est important également, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui décide en termes de perte acceptable. C'est quelqu'un qui dit je vais faire ça, je ne sais pas exactement ce que ça va me rapporter, mais je pense que ça va être intéressant pour mon projet. Et en tout cas, si ça ne marche pas, je peux me le permettre. Donc c'est un peu comme au poker, on mise pour voir, mais on mise peu. Et vous voyez que là encore, on est dans une logique de contrôle de risque. C'est pas je mise toute ma fortune sur le 6 en espérant qu'il va sortir, c'est je mets un peu d'argent pour voir. Je vois ce que ça donne, je réfléchis et ensuite je vais recommencer, remettre un peu d'argent. Donc on va fonctionner par étapes. Et là encore, l'itération va être un des points principaux de ces nouvelles approches. On mise pas tout d'un coup, on va miser progressivement, simplement parce qu'on est dans des environnements qui sont tellement complexes que miser tout d'un coup, ça serait là pour le coup prendre un risque tout à fait déraisonnable. Troisième principe, alors qui rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure, qu'on appelle le patchwork fou dans l'effectuation, c'est quoi? Donc c'est encore une fois le fait que le projet se développe par la capacité de l'entrepreneur à mobiliser autour de son projet des bonnes volontés. C'est des gens qui vont aider, des gens qui vont apporter des ressources. Et surtout, ce qui est très important, c'est que dans cette logique-là, on ne sait pas à l'avance qui va rejoindre le projet. On ne sait pas à l'avance quelles ressources vont apporter ces gens, et donc on va en fait négocier avec eux l'évolution du projet. Donc ça veut dire que, par exemple, si je vais voir un premier client, le client va me dire ton produit m'intéresse, mais il me faudrait tel et tel changement. Et la réponse de l'entrepreneur va être de dire je suis prêt à faire tel et tel changement si tu t'engages à m'en commander 5. D'accord ? Donc vous voyez là un mécanisme de co-création qui là encore va être au cœur de ces nouvelles approches. C'est de dire, comme on ne sait pas vraiment de quoi l'avenir est fait, eh bien, on va travailler
avec ce qu'on appelle les parties prenantes, donc typiquement les premiers clients, pour déterminer ensemble ce qu'on va pouvoir faire. Et là encore, on revient sur l'idée très importante de, eh bien, on travaille avec son environnement pour déterminer ce qu'on doit faire. Vous voyez comme on est très très loin du génie créatif qui impose son idée au reste du monde. Voilà. Rapidement, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui accepte la surprise. Donc la limonade, c'est quoi? Ça vient du dicton anglais qui dit si la vie vous envoie des citrons, fabriquez et vendez de la limonade. Donc acceptez les surprises. Donc plutôt que d'essayer de passer des semaines à faire un business plan pour imaginer absolument toutes les possibilités, eh bien l'entrepreneur se dit bon, de toute façon, il y aura des surprises. Je suis pas capable de les anticiper, donc j'avance. Et puis s'il se passe quelque chose, eh bien j'essaierai d'en tirer parti. Là encore, on quitte la logique de prédiction pour une logique, on va dire, de réaction, de construction, qui là encore est un des principes de ces nouvelles méthodes. Derrière, il y a un principe assez important, assez fondamental, alors qui est presque philosophique, si on peut dire, c'est de dire que l'entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui découvre un futur. J'essaye d'anticiper le futur et puis de m'y trouver une place. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui participe à la création de ce futur. C'est pour ça que tout à l'heure, la question, c'était d'où viennent les marchés actuels, les produits actuels, les services, les entreprises. Eh bien, ce monde économique, social, artificiel, c'est le résultat du travail des entrepreneurs. Ce sont des choses qu'on n'aurait pas forcément imaginées avant, qui sont le produit de l'activité entrepreneuriale. C'est pour ça qu'entre le moment où on dit quelque chose est totalement impossible et le moment où ça devient tout à fait banal, souvent il s'écoule pas longtemps, et ça c'est le travail des entrepreneurs, de faire des choses qui a priori nous semblaient pas raisonnables, pas réalistes. C'est pour ça que chaque fois qu'on me demande, quand je suis dans un jury entrepreneurial, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, j'ai peut-être maintenant la sagesse d'être capable de répondre, je n'en sais rien. Il faut être capable d'en faire une bonne idée, mais savoir là, si ça peut me paraître ridicule au moment où vous me présentez cette idée, et peut-être que demain, ça sera une start-up extrêmement performante. Voilà. Donc, rapidement, donc, la logique causale, qui est la logique à laquelle on a tous été formés, qui est de dire, on se fixe un objectif. Je veux conquérir 3% du marché des crèmes solaires pour enfants, par exemple. Ensuite, je vais déterminer les moyens pour y parvenir. Ça, c'est ce qu'on apprend typiquement en école de commerce. Donc, la question, c'est comment atteindre mon but? C'est remplacé par donc la logique effectuelle. Donc, vous voyez ce jeu de mots sur les moyens et les effets. C'est de dire, en fait, j'ai un certain nombre de moyens. Il y a des choses que je sais faire, il y a des amis que j'ai qui sont prêts à m'aider, j'ai un peu d'argent, etc. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc on inverse complètement la logique. Voilà. Que faire avec mes moyens, qui est une question typiquement entrepreneuriale. On voit bien que dans un premier cas causal, on est dans de l'optimisation, parce qu'il faut que j'atteigne mon but en dépensant le moins possible, ce qu'on fait typiquement dans une grande entreprise qui planifie son développement. Alors que la logique effectuelle est très créatrice, on est dans une logique de design et de création, c'est de dire, bien, avec les moyens que j'ai, et qui très souvent, surtout au début, ne sont pas forcément très importants, qu'est-ce que je peux imaginer? Et là, on est dans le domaine de l'imagination, de la création, du design. Et là, on sait que même de manière très contrainte, eh bien, les entrepreneurs sont capables d'avoir une créativité extrêmement importante, et une créativité avec d'autres, bien sûr. Voilà, donc le processus entrepreneurial, on voit à quel point il change, puisqu'en fait, le point de départ, c'est toujours l'individu. Le point de départ, ça n'est plus l'idée. On ne part pas d'une idée géniale, on part d'un individu, encore une fois, qui a ses connaissances, son réseau, etc. On va se dire, qu'est-ce que je peux faire avec ça? On va interagir dans son environnement. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Si je fais ça, est-ce que tu pourrais m'aider, etc. On va avoir, dans certains cas, des gens qui vont répondre « Ah, c'est intéressant, si tu fais ça, moi je pourrais t'aider, donc en te prêtant un bureau, ou en te laissant utiliser une machine, ou en te donnant 1000 euros, etc. etc. » Donc un engagement. Cet engagement rajoute des moyens. Si on a plus de moyens, on peut faire plus de choses, on peut aller voir plus de gens, d'autres vont nous aider, ce qui va donner plus de moyens, et on a comme ça un effet boule de neige qui commence tout petit au début, et qui peu à peu prend de l'ampleur et de la vitesse et finit par créer évidemment des projets entrepreneuriaux. Alors évidemment, avec ces gens, il faut négocier, donc ça rajoute aussi des contraintes. Par contre, si personne ne mord à l'hameçon, en quelque sorte, en disant oui, ça a l'air intéressant, mais je vois pas pourquoi je t'aiderais, ça m'apporte pas grand-chose, on retourne en quelque sorte sur la table à dessin, on se dit je vais essayer d'imaginer d'autres choses que je peux faire avec
avec ces ressources. Et au final de ce processus, eh bien, on a des nouveaux produits, des nouvelles entreprises, des nouveaux marchés qui émergent. Voilà en gros le processus entrepreneurial tel qu'il est décrit par l'effectuation. Donc là encore, on est très loin de « j'ai une idée géniale et je la mets en œuvre » pour dire je commence quelque chose et après, par un processus, eh bien, j'en fais une grande idée. Et donc la grande idée est beaucoup plus l'aboutissement de ce processus qui est fondamentalement basé sur l'interaction avec d'autres, l'engagement avec d'autres. Hein, donc c'est une dimension sociale qui caractérise, je crois, vraiment très bien le processus entrepreneurial. Donc l'effectuation, si on regarde ce qui va ouvrir ensuite aux autres approches, hein, l'intérêt de l'effectuation, c'est d'abord que ça fonctionne bien en incertitude, puisque au début, je démarre, je vais discuter avec des gens, je ne sais pas forcément quoi faire, on va se mettre d'accord pour faire des choses. Je n'ai absolument pas besoin d'avoir une vision claire de l'avenir, ni nécessairement de là où je veux aller. Je vais travailler avec d'autres pour faire émerger, au fond, ces nouveaux produits, ces nouveaux services. Mais au moment où je démarre, je ne sais pas encore vers où je vais. Ça reflète, je crois, très bien quelque chose qu'on fait tous spontanément, c'est-à-dire on rencontre des gens et on décide de faire des choses avec eux. Alors on fait tous ça le week-end, mais quand on remet notre costume cravate le lundi matin, on nous a expliqué qu'il ne fallait pas faire comme ça. Or, spontanément, c'est comme ça qu'on fait. On rencontre des gens et on décide de faire des choses avec eux. Et l'entrepreneuriat, au fond, c'est quelque chose de très naturel. Et vous avez là la base du mécanisme de co-création. Alors, c'est une approche très générale, hein, puisque ça permet de montrer comment se créent de nouvelles entreprises, de nouveaux marchés, de nouveaux produits, de nouveaux services. Et ça s'appuie sur des choses vraiment observées encore et encore, puisqu'on a documenté un grand nombre de cas d'entreprises qui se sont créées avec ces mécanismes. Alors, il y a une limite, j'ai mis limite avec un S, mais il y en a une qui est quand même assez importante, c'est que l'effectuation reste une série de principes, alors qui sont assez puissants, mais évidemment, ça n'est pas une méthode. Alors, c'est assez frustrant parce que quand on parle d'effectuation, après, on nous demande, oui, mais d'accord, mais donnez-moi une méthode. Donc, l'effectuation n'est pas une méthode, c'est une série de principes d'action, et il y en a donc les 5 que j'ai évoqués. Si on applique ces principes d'action, ça fonctionne assez bien, mais il n'y a évidemment pas de garantie de succès. Voilà, donc la notion de méthode, elle apparaît avec une approche qui est relativement similaire à l'effectuation, même si elle a des différences, qui est Lean Startup. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le Lean Startup, hein, donc c'est un travail qui a été fait par Eric Ries, donc, qui est un entrepreneur, hein, qui est parti d'une réflexion sur sa démarche d'entrepreneur. Le mot Lean fait évidemment référence au Lean Manufacturing, hein, qui est l'idée de dire, au fond, une start-up n'a pas besoin d'une grande quantité de ressources pour démarrer, c'est même contre-productif. Ce qui va être important, c'est de démarrer léger, d'où le côté Lean, de démarrer léger, et puis de progresser, là encore, itérativement, et d'investir progressivement. Donc on retrouve un peu la même idée que effectuation, le côté itératif, le côté je ne mise pas tout d'un coup, mais je mise progressivement. Et ce que développe Lean, et là pour le coup c'est une méthode, donc on a des choses assez concrètes, des concepts. On a un premier concept qui est extrêmement intéressant, qui est celui donc du produit minimum viable. Alors c'est ce que vous avez là, ça consiste à dire on ne va pas passer du temps à essayer de faire le produit idéal parce que ça retarde la mise sur le marché. Et puis, quand on aura fini de faire notre produit idéal, peut-être les choses auront tellement changé que de toute façon, on sera déjà hors course. Du feedback et je fais des modifications, je réintroduis une nouvelle version de mon produit, etc. etc. Voilà, donc d'où la notion de produit viable minimum, c'est-à-dire que ce n'est pas un prototype, c'est vraiment un produit, c'est-à-dire que ça permet de rendre le service, mais de manière extrêmement simple. Alors il y a plein d'exemples, hein, celui qu'on cite souvent, c'est Groupon qui a démarré, non pas en créant une plateforme de mise en commun d'achat, mais avec un simple blog. Alors ce sont des approches qui marchent très très bien évidemment sur le web, hein, puisque sur le web, on a aujourd'hui de plus en plus d'outils prêts à l'emploi.
et donc que l'on peut mobiliser. Ils ne font pas forcément complètement ce qu'on veut, mais enfin, c'est suffisamment proche pour qu'on puisse tester notre produit, apprendre et ensuite le modifier. Donc ça, c'est une notion qui est très importante. La deuxième notion, c'est ce cycle d'apprentissage qui s'appelle Build, Measure and Learn. Donc je construis un produit, je le mets en ligne et je mesure le résultat. Alors, encore une fois, avec les outils web aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de voir ce que font les gens, combien de temps ils restent, combien il y a de conversions, etc. Enfin, je pense que vous connaissez ça par cœur. Je mesure et ensuite je tire un apprentissage de ces mesures en disant tiens, il y a ça qui fonctionne, là les gens n'accrochent pas, là ils trouvent ça compliqué. On modifie le produit et on recommence. Et on a donc des cycles comme ça, construire, mesurer, apprendre, qui permettent évidemment alors d'aller plus vite, de se tromper moins. Et donc plutôt que de rester dans son garage pendant des mois en pensant au produit génial, on va très vite au marché et on fait ces cycles d'itération puisqu'on est au contact de vrais clients. Et apparaît évidemment la notion de pivot, qui est de dire, si on se rend compte qu'on s'est planté sur un élément, on va faire une modification du produit, donc un pivot. On va changer un peu le produit, ou changer la cible, ou changer les fonctionnalités. Donc hop, on pivote, et on réitère, on refait une nouvelle version du produit, et on commence, et on continue. Alors, Lean Startup, évidemment, vous l'aurez compris, des intérêts. Alors d'abord, c'est une méthode, au contraire de l'effectuation, qui s'appuie juste sur des principes. Donc c'est précis, il y a des modèles, vous avez des grilles, donc on peut assez facilement la mettre en œuvre. Elle est très pertinente quand on a une idée de produit, mais qu'on veut calibrer les specs. D'accord. Et donc, effectivement, le centre d'intérêt de Lean Startup, c'est le produit, en lien avec le client cible. Et donc, ça permet d'aller plus vite parce que ça accélère le cycle j'essaye, j'apprends, j'essaye, j'apprends, j'essaye, j'apprends. Donc ça, c'est assez puissant. Les limites, d'abord, ça ne parle que du produit et du client. Alors, c'est évidemment important, mais une entreprise, surtout une start-up, a beaucoup d'autres aspects qui sont également importants. D'abord, Lean Startup ne s'intéresse a priori pas du tout aux dimensions, par exemple, de création d'équipe, etc. Lean Startup est uniquement centré, encore une fois, sur le client, alors qu'on sait que la réussite entrepreneuriale ça ne rentre pas dans le cadre de Lean Startup. Leur problématique était moins le développement de clients que trouver une capacité de production. Donc en fait, chaque startup va se trouver à un moment ou à un autre face à une problématique qui n'est pas nécessairement toujours la capacité à développer un client, si on reprend un peu ce vocabulaire. Ça peut être parfois une problématique de recrutement, ça peut être une problématique de production, problématique de réglementation, etc. Donc Lean Startup est pertinent quand on a du mal à définir les specs d'un produit et on a besoin d'interroger les clients. Et la meilleure manière de l'interroger, c'est évidemment de les faire utiliser notre produit. Lean Startup a un risque, alors que j'appelle un peu durement d'enfermement local, c'est-à-dire que ça vous permet de définir les specs de votre produit, mais si au final, ce n'est pas du tout ça dont a besoin votre client, Lean Startup ne permet pas vraiment de remonter au niveau, on va dire, vision. Donc, c'est très bon localement. C'est plutôt un biais incrémental d'amélioration de votre produit. Mais si, au fond, le produit n'est pas du tout le concept qui intéresse les gens, c'est très dur de remonter en arrière. Ou en tout cas, il faut passer à d'autres méthodes. Et puis, Lean Startup, donc, avec son impératif de vitesse, fait apparaître un biais, c'est que la vitesse n'est pas toujours ce dont ont besoin les startups. Il y a certains projets qui mettent du temps à mûrir, du temps à maturer, et aller trop vite peut être dangereux parce que, alors là on est dans le danger du fail fast, c'est un impératif qui est très à la mode, qui est de dire on va essayer quelque chose, on va le tuer très vite si ça ne marche pas pour passer à autre chose. La difficulté, c'est que certains projets sont intrinsèquement lents, et on risque de tuer trop tôt des projets qui auraient pu être prometteurs. Je cite toujours l'exemple de Nespresso, qui aujourd'hui évidemment est un des business les plus profitables de Nestlé. Nespresso a mis 21 ans avant de gagner de l'argent.
Alors c'est très long, 21 ans, vous me l'accorderez. Mais si au bout de 10 ans, Nestlé avait dit « Oh là là, nous on est dans du fail fast », alors 10 ans c'est pas fast, hein, eh bien ils auraient tué ce qui aujourd'hui est un des projets les plus rentables. Hein, donc attention. Donc là encore, Lean Startup très performant dans un domaine qui est définir les specs que j'ai du mal à obtenir de mon client. Donc je vais mettre le produit dans les mains de mon client, je vais suivre mon client et je vais comme ça optimiser les specs de mon produit. Là c'est très performant. Alors troisième approche qui émerge beaucoup aujourd'hui, c'est donc le design thinking. Le design thinking, alors autant Lean Startup et l'effectuation viennent clairement du monde entrepreneurial. Hein. Les deux viennent d'ailleurs de la pratique. Hein. C'est en observant des entrepreneurs que les deux approches sont nées. Le design thinking, lui, vient, sans surprise, hein, du monde du design, donc de la conception de produits, dans lequel on avait à l'origine hein, des considérations qui étaient de l'ordre esthétique, fonctionnel, et dont l'ambition aujourd'hui, c'est d'appliquer ces méthodes de design en fait au management, et en particulier au management de l'innovation. L'idée étant qu'aujourd'hui, les designers sont évidemment très étroitement associés à la création de produits nouveaux, et d'ailleurs de plus en plus de services nouveaux. On a du design de services, bien sûr. Et donc on se dit, mais au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas réutiliser ces techniques de design pour améliorer notre capacité d'innovation? Alors ça fait l'objet d'un livre qui a eu un impact très important de Tim Brown, hein, qui s'appelle Change by Design. Donc Tim Brown, c'est un des acteurs aujourd'hui qui fait la promotion de cette approche. Et ce que dit Tim Brown, c'est qu'en fait l'innovation aujourd'hui doit répondre à 3 impératifs. D'accord ? Donc elle se trouve à l'intersection de ces 3 cercles. D'abord, l'innovation doit comprendre ce qui est désirable. Donc là, c'est les utilisateurs. De quoi ont-ils besoin ? Alors, sachant que c'est souvent difficile de savoir ce dont ils ont besoin, ils ne sont pas forcément capables de l'exprimer. Mais en tout cas, c'est l'innovation par les usages, c'est comprendre, se mettre à la place de l'utilisateur, hein, donc il y a une notion d'empathie, se mettre à la place de l'utilisateur pour comprendre ses besoins, et à partir de là, commencer à ébaucher des solutions. Alors ces solutions, elles doivent être faisables, ça c'est le deuxième impératif. Alors on est essentiellement dans le domaine de la technologie. Ces solutions doivent être faisables, et ensuite elles doivent être viables. Donc là on est plus dans le domaine, on va dire, du business, hein, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire, mais il faut évidemment que le projet soit durable, pérenne, donc viable, on va dire économiquement au sens large. La difficulté du design thinking, c'est que c'est très souvent réduit à une session post-it. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu droit à ces sessions de créativité où parce que le vrai gagnant quand même de la mode du design thinking, c'est quand même 3M avec les post-it, hein, puisque on a une consommation de post-it assez colossale. Donc si le design thinking se développe, il faut acheter des actions 3M parce que ça consomme des post-it. Et le design thinking est un peu victime de ça parce qu'en fait, c'est quand même beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus qu'une session de post-it. Ça suppose... ah oui, alors, les impératifs, hein, je l'évoquais tout à l'heure, du design thinking, c'est qu'on est centré sur l'utilisateur. Donc, on part d'un problème plus ou moins exprimé par l'utilisateur. On est dans de la transdisciplinarité, hein, donc on va mobiliser des sociologues, des ethnologues, des artistes, des ingénieurs, parce que les problèmes complexes aujourd'hui nécessitent un regard multidimensionnel, ou en tout cas transdisciplinaire, pour comprendre des phénomènes de marché, des évolutions de consommation, pour comprendre des combinaisons de technologies. On a besoin de mobiliser des gens avec des profils différents et de les faire travailler ensemble. C'est une des difficultés. Donc le design thinking est un langage de l'innovation pour ça. C'est un langage qui permet de mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs qui, sinon, ont du mal à se parler. Hein. Si vous mettez un sociologue, un ingénieur, un marketeur et un artiste, c'est pas évident de les faire travailler ensemble. Donc on essaye de développer cette notion de langage pour qu'ils puissent travailler ensemble. Donc on est nécessairement dans le collaboratif. Hein. Donc ça, c'est un élément fort du design thinking. On retrouve l'interaction, hein, qu'on avait aussi bien avec l'effectuation que Lean Startup. On est dans de la production tangible. Là encore, hein, c'est qu'on va produire des choses vite. Alors ça va être du prototype, ça va être du MVP, du produit minimum viable, etc. Et donc cette notion d'interaction. Alors ce qui va être intéressant, je vais passer rapidement, mais c'est encore une fois pas juste de se limiter à une session de créativité, mais de faire en sorte que
que cette créativité, cette très grande ouverture se traduise ensuite par, au moyen d'une méthode projet, hein, par des résultats tangibles, et donc notamment le prototypage. Hein. C'est pour ça que le design thinking est très lié aux nouvelles approches de type prototypage, Fab Lab, Living Lab, etc. La notion d'espace qui permet de rendre tangible ce qu'on est en train d'imaginer. Hein. C'est pour ça que c'est également le royaume des imprimantes 3D, puisqu'elles permettent très rapidement de tangibiliser un produit, une maquette, un prototype, pour le tester en situation réelle. Voilà, donc le design thinking va permettre une vraie ouverture créative. Et encore une fois, c'est très important quand on s'intéresse à des marchés émergents, hein, qui sont très incertains, très complexes, où on a des combinaisons possibles de technologies. Donc on va avoir ce regard. Et dans lequel, en fait, ce qui va d'abord être difficile, c'est la définition elle-même du problème. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre tellement de directions que la phase initiale design thinking va être de dire quel problème va-t-on définir parmi la multitude de directions qu'on pourrait prendre. Alors, l'intérêt, donc, je l'ai un peu évoqué, hein, donc c'est une approche qui est très pertinente pour s'intéresser à des problèmes, alors les Anglais appellent ça des wicked problems, hein, des problèmes vicieux. Problème complexe, hein, donc ça peut être le futur de la voiture électrique. On voit qu'il y a énormément de paramètres. Ça peut être résoudre la rage en Afrique. Donc là encore, on voit qu'il va y avoir de la science, du social, des business models, etc., etc. La transdisciplinarité va permettre une grande puissance créative. Ça, c'est très important. C'est assez phénoménal de voir des sessions dans lesquelles on fait venir des artistes, des sociologues, etc., de voir à quel point ça génère des choses. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir récemment avec une grande entreprise. Et au bout de 2 sessions, il disait on a déjà 3 idées de produits qu'on pourra mettre en œuvre très très vite. C'est assez impressionnant. Design thinking, c'est très ouvert, un peu comme l'effectuation, c'est des principes, et donc c'est très compatible avec des approches complémentaires. Donc ça n'exclut pas du tout du Fab Lab, du prototypage, du Lean Startup, etc., etc. C'est très œcuménique. Bon, les limites, c'est que c'est quand même pas mal jargonneux, hein, c'est la première réaction. Les gens disent, oh là là, design thinking, quand ils ont fini de parler, on ne comprend même plus la question qu'on a posée. Donc c'est vrai que c'est un des problèmes du design thinking. Ça reste encore une fois au niveau des principes, hein, ce qui manque. Alors c'est une des choses qu'on essaye de faire nous à EM Lyon avec un master en design thinking, c'est que on peut pas juste s'arrêter à une séance de créativité. Il faut aller vers une logique de projet pour que ça donne des résultats tangibles. Ça reste globalement linéaire. Hein. Or on est dans des environnements qui sont pas linéaires. Encore une fois, on doit gérer des retours en arrière, du prototypage, des échecs, etc., etc. Dernier point, c'est que quand on est centré utilisateur, on risque de rester dans l'incrémental et d'éviter le disruptif. Alors c'est pas inhérent au design thinking, mais c'est un biais auquel il faut faire très attention. Les idées innovantes ne viennent pas forcément de nos utilisateurs. Alors les principes communs, hein, alors il y en a pas. Alors il y en a à la fois beaucoup et pas tellement que ça. De ces 3 approches, hein, on l'a vu. Donc le premier, c'est on est dans des environnements incertains, donc on ne va pas miser massivement initialement, on va faire des mises progressives. On ne sait pas où on va arriver, d'accord ? On s'attaque à un problème, à une question, sans savoir où on va aller à terme. Donc on est dans une logique émergente, d'accord ? Le produit, le service, ce qu'on va faire va être émergent. On est loin de Descartes, hein, donc je vous ai dit tout à l'heure que le modèle traditionnel, on va dire, de l'entrepreneuriat, c'est une idée suivie d'une mise en œuvre, hein, très cartésien, alors que là, on n'est plus du tout là, on est dans ce que certains ont appelé l'action réfléchissante, c'est-à-dire que je fais des choses tout en réfléchissant et ça modifie les choses que je vais faire. Donc on a une espèce de continuum entre j'agis, je réfléchis, alors qui est très bien illustré par Lean Startup, hein, je fais, je mesure, j'apprends et je recommence. Hein. Et là on voit bien qu'on a plus cette cassure entre je conçois mon plan et puis je le mets en œuvre. Point commun évidemment de ces étapes, c'est le côté là encore itératif, hein, tout ça est très lié, on va faire des étapes successives. L'idée est que chaque étape nous permet d'apprendre plus de choses sur notre environnement, sur nos clients, sur nos partenaires, sur la technologie, etc., etc.
La manière principale d'apprendre, ça n'est pas la seule, mais principale, c'est l'interaction. Donc là encore, l'innovateur, c'est pas quelqu'un qui va être tout seul, c'est quelqu'un qui va travailler avec d'autres, des clients, des partenaires, des investisseurs, etc. Alors après, chacun va avoir ses spécificités. Hein. Donc je l'ai dit tout à l'heure, l'effectuation, c'est dire l'innovation, l'entrepreneuriat, c'est un processus social. C'est en travaillant avec d'autres, en construisant avec d'autres que je vais développer mon projet entrepreneurial. Ça modélise la création de manière assez générale de produits, d'organisation de marché, produits-services. Ça fonctionne très bien en incertitude, donc c'est idéal pour un entrepreneur qui est plutôt un entrepreneur disruptif. C'est moins pertinent si vous voulez, par exemple, ouvrir un restaurant italien à Lyon ou des choses comme ça, qui sont des marchés relativement existants, bien cadrés, dans lesquels le niveau d'information est très élevé. Donc là, l'effectuation sera peut-être moins pertinente. Mais effectivement, l'effectuation, c'est des principes, c'est pas une méthode très précise. Lean Startup, c'est un peu le contraire, hein, donc c'est une méthode. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle se focalise quand même sur l'interaction produit-client, donc elle est très locale comme méthode, c'est son efficacité. Elle ne s'intéresse pas du tout à ce que j'ai appelé les parties prenantes, hein, donc elle couvre pas la situation de Michel Augustin avec le boulanger, puisqu'encore une fois, ça ne pose la problématique entrepreneuriale qu'en termes de produit client, ce qui est un peu limité. Et puis le design thinking, donc, se focalise sur des problèmes complexes, mal définis, ou quand on veut repenser un problème existant. Sa force, c'est cette très large ouverture, hein, je l'évoquais tout à l'heure, par la transdisciplinarité. Donc là, on va faire une grande ouverture en phase initiale pour aller chercher des choses qui, plus tard, vont servir de base à des solutions très originales. Et ça, c'est la grande force de design thinking. Mais là encore, ça reste, en tout cas dans sa forme générale, plutôt des principes qu'une méthode, même s'il y a des travaux en ce moment pour développer ça. Alors en conclusion, ma position, c'est qu'on n'est pas juste dans des effets de mode, hein. Il y a un vrai changement dans la manière d'aborder des startups. Donc ces outils contribuent à une manière différente d'entreprendre, et on le voit, c'est déjà présent. Donc Lean Startup a eu un gros impact. Effectuation, on en parle un peu moins, mais c'est beaucoup plus présent dans la manière concrète de faire des gens. Design Thinking se développe beaucoup en ce moment. Donc il y a un vrai impact, je pense. Donc on est, à mon sens, pas du tout dans les effets de mode. Il y a quand même pas mal d'outils qui commencent à être bien éprouvés. L'important, c'est d'en connaître leurs limites. Hein, et ça, c'est vraiment très important. Mais voilà, on a des outils, on commence à avoir pas mal d'outils. Ça fait une belle boîte à outils pour l'entrepreneur. Ils sont assez puissants. Si on les utilise bien pour leur permettre de pertinence, ils sont utiles. Mais attention au jargon. Hein. Alors c'est sûr que là, entre design thinking, lean startup, même effectuation, on peut avoir beaucoup de jargon. Il faut savoir, je dirais, un peu s'en affranchir, hein, se concentrer sur ce que ça vous apporte vraiment en tant qu'entrepreneur. Après, il y a la question de alors, on peut les voir comme des approches complémentaires, mais des fois, c'est ce que j'appelle orthogonal. C'est-à-dire que ça paraît pas si compatible que ça. Donc on se retrouve dans des gens qui essayent de faire des diagrammes en 3D pour montrer qu'ils ne sont pas opposés. Donc ça a un intérêt théorique peut-être, mais en pratique, je crois qu'il ne faut pas se bloquer là-dessus. Encore une fois, en tant qu'entrepreneur, ce qui est important, c'est de prendre ces outils puis de se composer sa propre boîte à outils, qui ne sera pas la même qu'un autre entrepreneur. Il faut être très pragmatique là-dessus. Et puis il ne faut pas oublier quand même que l'environnement institutionnel, hein, au-delà de Lean Startup, effectuation, etc., eh bien, continue quand même, je l'évoquais tout à l'heure, d'exiger des business plans. Alors même si on a une maturité au niveau des investisseurs, hein, mais quand même, le business plan reste, sauf pour planifier un business, utile pour lever des fonds, notamment. Voilà, je suis arrivé au terme de mon temps. Je vous remercie. Je crois qu'on peut prendre des questions si je me... Merci. Merci Philippe, tu as vu que ton écran était passé au rouge, ah oui, et j'ai vu que tu avais speedé ta conclusion. Oui, parce que... donc merci beaucoup, on va avoir le temps pour une question, si quelqu'un en a une. Tic tac, tic tac. Oui, monsieur au second rang. Oui, c'est vous. Alors le micro va arriver. Non,
Non, non, en fait, on a quelques centaines de personnes qui nous regardent sur le live stream et si ça passe pas par le micro, malheureusement, on vous entendra pas non plus là-bas. D'abord, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Merci. Dans la vie d'une start-up, il y a une étape qu'elle s'impose ou qu'on lui impose, je ne sais pas trop, pour certaines en tout cas, c'est la recherche de fonds auprès d'investisseurs, qu'ils soient privés ou institutionnels. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être contre-productif dans la mesure où ça les ramène à une logique causale par rapport à une logique effectuelle? En gros, on va faire un business model, aller chercher des sous, plutôt qu'aller voir nos clients et aller chercher des clients. Alors, moi, c'est ma position, mais après, on est sur un terrain plein de controverses. Hein. Je crois que, d'abord, souvent, je dis toujours, on ne sait pas d'argent dont on a besoin. Si vous cherchez de l'argent, c'est pour acheter une machine. Donc, c'est d'une machine dont vous avez besoin, pas d'argent. Donc, la question, c'est, j'ai besoin d'une machine, comment puis-je trouver cette machine? Et là, la créativité humaine est sans limite. Hein. On peut emprunter, on peut faire de la perruque. Il y en a qui disent on peut voler, mais non. Mais voilà. Donc, c'est pas d'argent dont on a besoin. On a besoin de ressources. Donc, on prend de l'argent quand c'est le seul moyen pour obtenir la ressource. Donc, c'est plutôt de se dire, voilà, si j'ai besoin de cette ressource-là, comment puis-je la trouver? Donc, on emprunte, etc., etc. Et puis, on s'aperçoit très vite que le besoin d'argent diminue. Moi, il m'arrive régulièrement, c'est un peu mon sport favori. Je reçois un étudiant qui me dit bonjour, j'ai cette idée-là, il me faut 30 000 euros. Ma réponse est donc, tu as décidé de ne pas le faire. Ah, mais si, il me suffit d'avoir 30 000 euros. Et donc, on discute, ça prend entre 5 et 10 minutes pour s'apercevoir qu'en fait, il peut déjà faire un MVP pour 2 000 euros, voire zéro. Et puis déjà, quand il aura un proto, un MVP, etc., il pourra déjà le montrer à plein de clients, se rendre compte que ce qu'il avait imaginé, c'est pas du tout ça, mais que par contre, il y a un truc et que s'il modifie, etc. Et donc, de rentrer dans cette logique itérative à très faible investissement. Et puis, quand au bout d'un moment, il a mis au point son produit et qu'il a le business model, etc., là, par contre, il y a besoin de passer à l'échelle et là, on va lever de l'argent. À mon avis, il ne faut pas le faire trop tôt parce qu'on va griller de l'argent juste pour essayer, et là, c'est de l'argent qui coûte très cher, pour le coup. Voilà. Donc, c'est un peu... En tout cas, moi, c'est le modèle que je revendique. On itère d'abord en investissant peu, et puis à un moment donné, là où il va falloir passer à l'échelle. Quand vous êtes Blablacar et que vous voulez conquérir le monde, bah là, effectivement, il faut 100 millions de dollars.